Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, 23 octobre 2007, le 26e numéro d'Entre nous soit dit. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, vous allez le voir, est très ambitieux, la liberté et la servitude. De grands auteurs ont écrit sur ce thème et j'ai le plaisir d'accueillir un grand auteur aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, cher Yves Côte. Vous êtes l'auteur, on va tout de suite présenter les preuves de nos affirmations, de deux ouvrages absolument passionnants et de grands ouvrages. Le néoconservatisme est un humanisme que je présente à la caméra et la puissance de la liberté. Le néoconservatisme est un humanisme est édité aux presses universitaires de France et la puissance de la liberté qui était épuisée aux presses universitaires de France vient d'être rééditée aux éditions de Saxe. DE plus loin Saxe. Voilà. Donc on peut trouver ces deux ouvrages sans difficulté, et naturellement, une fois qu'on les a trouvés, il faut les lire. Alors, mon cher Yves, la liberté, c'est évidemment tout le sens de votre combat depuis toujours, et en même temps, c'est un bien rare sur cette terre, même si de nombreux pays, quand même, y aspirent et commencent à y goûter, et que certains y goûtent depuis longtemps, je pense en particulier aux États-Unis. Quant à la servitude, elle est le lot général de l'humanité, y compris dans des pays de liberté relative. Et c'est pour ça que j'aimerais vous interroger tout d'abord sur une idée que je trouve finalement assez opportune sur le plan du combat que nous menons. La liberté, selon moi, ne se divise pas, elle est une, alors que la servitude a des degrés. Et donc, j'aimerais savoir si cette première approche vous convient. Je précise que vous êtes docteur en philosophie, docteur en sciences politiques, pas docteur en médecine, ça vous manque encore, mais que, bien entendu, vous enseignez dans les universités et que vous êtes écrivain, on vient de le constater. Alors, la liberté ne se divise pas, ou bien certains nous disent parfois d'un ton doucereux, mais si, vous avez quand même un peu de liberté. Oui, je sais pas. En fait, la liberté, je pense que c'est un peu notre être, c'est un peu notre être naturel, quoi. On l'expérimente en nous tous les jours, chaque seconde, en tout cas on peut l'expérimenter en nous, on voit bien qu'on a une conscience qui est libre, qui nous permet de juger, et bien sûr. Ensuite nous avons, nous avons ce sentiment, mais en même temps nous avons aussi, bien entendu, l'expérience chaque jour des impossibilités de l'exercer. Parce que pour déplacer son corps, c'est pas si simple que ça, parce qu'on voudrait sans doute faire des choses qu'on peut pas faire. Et donc on a ce sentiment de liberté en nous qui est infini, et puis d'autre côté, on a ce sentiment de servitude du monde, au fond, de toutes ces déterminations, de toutes ces obligations. Le problème, si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas traiter ça comme ça, sauf que ça nous prendrait trop de temps, mais sans doute le problème le plus ennuyeux pour l'être humain, c'est qu'on a des servitudes auxquelles on peut difficilement échapper. On doit bien se nourrir, on doit bien se vêtir, on doit bien lutter contre plein de choses que la nature, malheureusement, heureusement d'ailleurs, nous contraint d'affronter. Donc, qui sont autant d'obligations auxquelles on doit faire face. Mais ce qui est ennuyeux, c'est quand nous avons des servitudes qui viennent d'autres êtres humains. C'est-à-dire que je crois que c'est ça qui est, au fond, le problème politique. Parce que autrement, c'est pas un problème politique, c'est d'autres problèmes. Mais le problème politique, c'est le fait que nous ayons des servitudes qui soient dues à des comportements humains. Alors, encore une fois, là encore, il y a des servitudes qu'on peut admettre. On a un enfant, par exemple, on doit le nourrir, on doit le protéger. D'une certaine façon, ce sont des obligations. Mais c'est des obligations qui sont librement consenties. Donc, ce n'est pas des obligations qui vont contre notre liberté. Quand la liberté accorde, au fond, quand la liberté s'accorde avec la marche générale de la société, on n'a pas ce sentiment de servitude. La servitude, la vraie servitude, et la seule qui mérite le nom de servitude, qui nous sert en réalité, c'est ce fait que nous soyons mis dans une position de minorité par rapport à un politique, à pouvoir politique ou à pouvoir d'ailleurs quel qu'il soit. Je pense à l'esclave, par exemple, dans une propriété, je sais pas, de canne à sucre ou de café, etc. Je pense que à partir de ce moment où on est en position d'être dans une position de serf, au fond, de servitude, eh bien là, je crois que nous souffrons profondément en notre âme et conscience, comme on peut le dire, parce que c'est vraiment notre conscience qui souffre à ce moment-là de cela. Et c'est le problème politique. Moi, ce qui m'intéresse là, peut-être surtout, c'est ici, en tout cas dans cette conversation, c'est le problème politique. C'est au fond, voilà, nous sommes nés libres, ça c'est vrai, on l'expérimente, avec des obligations, nous devons vivre ensemble, donc nous créons des sociétés. Le danger, c'est que nous devions
c'est que nous soyons amenés au fond, à être asservis sous prétexte que nous vivons ensemble, quoi. Alors tout cela n'est pas évidemment gratuit, ça naît d'un certain nombre de philosophies. Il ne faut jamais oublier que la pensée, je ne sais pas si l'existence précède l'essence, mais la pensée précède en général les actes. Tous les grands tyrans de l'histoire ont toujours annoncé ce qu'ils allaient faire, d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des doctrines qui se sont imposées au fil des siècles et qui ont théorisé en quelque sorte le pouvoir absolu, et puis il y en a d'autres qui ont au contraire lutté contre cette tentation de pouvoir absolu qui est permanente. Le mythe de Sisyphe, ça n'est pas une invention bizarre, c'est vraiment l'image même de l'humanité. Et d'ailleurs, je trouve dans vos écrits beaucoup de parenté avec Camus. Bon, à certains égards, non, parce que c'est une autre époque et puis ce sont d'autres conflits, mais au fond, ce souci de liberté, on le sent chez vous et chez Camus exactement avec la même acuité et la même passion, allais-je dire. Donc, pouvez-vous nous rappeler quelles sont les grandes doctrines qui s'opposent, les unes pour la liberté et les autres contre, en quelque sorte, pour le bonheur de la tyrannie? Je crois qu'en fait, si vous voulez, en fait, il faut bien comprendre ce qui s'est produit. Bon, l'idée que nous avons une conscience libre, c'est une idée qui est assez moderne. Je veux dire, le fait de s'en rendre compte en tant que tel, de le théoriser, c'est sans doute, on peut rappeler que des gens comme Molina, comme Guillaume de Cam, etc., des gens. Mais en vérité, on trouve déjà des traces de cette conscience de soi chez les stoïciens, on trouve des traces chez Socrate, etc. Je pense qu'il faut mieux reprendre le problème à l'envers, ou plutôt à l'endroit. C'est-à-dire, au fond, puisqu'on parle de politique, quand même, c'est le problème politique qui nous préoccupe, comment fonctionnent les sociétés archaïques? Comment elles fonctionnent? Je n'ai pas du tout prévu, je ne savais pas du tout qu'on allait discuter de ça, mais comme ça, mais c'est très intéressant. Oui, non, mais je dis ça parce que maintenant j'essaie de me souvenir un petit peu de tout ça. Comment fonctionnent les sociétés, par exemple la société mycénienne? Donc à l'époque, antérieure, donc mycénienne, c'est moins 1550, moins 1500, moins 1100. Un millier d'années avant l'explosion de la 15e siècle avant Jésus-Christ, et puis moins 1000 à peu près. Donc, comment fonctionne-t-elle? Elle est intéressante parce qu'au fond, elle est le symbole de tout ce qui fonctionne, tout ce qu'on connaît sur l'Égypte, sur les Hittites, dans les sociétés africaines, etc., primitives. On a trois personnages qui sont assez intéressants. Les trois personnages, c'est Laëde. Alors, Laëde, c'est le poète, au fond. Le second personnage, c'est le devin, celui qui annonce l'avenir. Et le troisième personnage, c'est ce qu'on appelle le roi de justice. Marcel Détienne appelle ça les maîtres de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez un différend. Pierre a un différend avec Paul. Il vient devant le roi, qui est le roi de justice, c'est lui qui va dire la justice, et le roi va trancher. Il va dire, voilà, tu as raison ou tu as tort, il va trancher. On ne négocie pas avec le roi. Sa parole est immédiatement vraie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion. La vérité, parce qu'on part du principe que le roi est inspiré par les dieux. Et donc, ce qu'il dit est immédiatement vrai. Deuxième exemple, alors par exemple, il peut avoir des doutes pour que les spectateurs comprennent bien. Il peut y avoir des doutes, bien entendu. Alors qu'est-ce que fait le roi à ce moment-là? Il pratique l'ordalie, c'est-à-dire qu'au fond, il va faire, par exemple, il va prendre une femme dont on soupçonnait d'avoir des mœurs légères, il va la mettre dans la mer, par exemple, et puis alors, si elle remonte vivante, les dieux ont tranché, c'est qu'elle était pas coupable. Si elle remonte pas vivante, les dieux ont tranché, c'est qu'elle était coupable. Évidemment, je dirais que bon, même si elle était innocente, comme elle est morte, de toute façon, elle va pas vouloir se défendre après. Mais en tout état de cause, voilà, c'est le principe de l'ordalie. C'est le principe du duel. Le duel au Moyen-Âge, c'est quoi? C'est on met deux personnes l'un en face de l'autre et on considère que Dieu va choisir celui qui est innocent. Il va au fond tenir sa main, son épée, et il va gagner. C'est une pratique immémoriale, c'est une pratique première. Deuxième exemple, c'est Laëde. Laëde, c'est le poète. Vous allez me dire, le poète, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Les poètes aujourd'hui n'ont pas une très bonne presse. Enfin, je veux dire, c'est pour ça, mais ils ont plus tellement de fonctions sociales. Alors, c'était une des trois fonctions fondamentales, parce que le poète, c'est lui qui avait la mémoire. Alors là encore, on va avoir le même principe. Le poète, ça ne se discute pas. Le poète, il voit une bataille, qu'est-ce qu'il fait? Il va chanter envers la bataille. Il va dire, celui-là est un héros, celui-ci a été courageux, celui-là a été lâche. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est aussi important d'abord parce qu'il porte l'histoire de la cité, mais c'est important aussi parce qu'on ne le discute pas de la même façon. Ce qu'il dit, il est inspiré par les muses, donc par les déesses, et donc ce qu'il dit est vrai du fait même d'être énoncé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez été, par exemple, dans une bagarre, dans une guerre, dans un conflit, et le poète ne vous chante pas. Bien, vous êtes mort. Vous êtes mort parce que vous êtes mort dans la mémoire. Ça veut dire que plus personne ne parlera de vous. Ou même le poète dit que vous avez été lâche. Mis à part le fait que là, vous allez probablement être mort physiquement, en plus si tel est le cas,
vous êtes mort pour vous-même, dans la mémoire des gens. Donc c'est le poète qui sacralise, qui dit voilà qui est héros, qui mérite d'être le louange, qui ne l'est pas. Donc il porte la mémoire. On ne discute pas, on ne va pas lui dire oui mais tu n'as pas bien vu dans cette guerre-là, je me suis bien conduit, tu dis que je ne me suis pas conduit. Non, ça ne se discute pas. C'est des paroles qui s'affirment comme paroles de vérité. Je finis sur le devin, troisième personnage, c'est lui qui dit l'avenir. De la même façon, on ne discute pas. Il dit que l'avenir, demain, voilà, il va se passer quelque chose. Eh bien, on ne discute pas. S'il dit vous pouvez engager la guerre maintenant parce qu'il faut le faire, ça ne se discute pas. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que ici, nous sommes dans un univers où on ne discute pas. Il n'y a pas ce qu'on appelle la parole dialogue. La parole s'affirme comme vérité en tant que telle. Alors, pour vous expliquer ce que ça peut vouloir dire, c'est pour rebondir un peu ce que vous avez dit, oui, c'est un peu long, mais au fond, ces époques-là, et l'époque de Mycène, bien sûr, qu'on appelle mycénienne d'ailleurs, mais bon, qu'importe, cette époque-là, évidemment, est générale et globale. On se retrouve avec le pharaon qui, de la même façon, en Égypte, lorsqu'il dit sa parole est immédiatement vraie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez le petit livre rouge de Mao, sa parole est immédiatement vraie. Quand vous avez le principe du marxisme-léninisme de Staline, sa parole est immédiatement vraie et indiscutable. Donc, selon vous, si j'ai bien compris, c'est finalement une forme de primitivisme totalement. Qui soutient les théories de la... C'est des tentations archaïques. Il ne faut jamais oublier, c'est que nous sommes des héritiers. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'humanité est composée de plus de morts que de vivants, de manière claire, c'est certain, mais que dans ces morts, il y a des gens, il y a toute une tradition au fond au fond dans laquelle d'ailleurs ce qui est un peu rassurant, un peu d'assistanat, de maternage, ou de paternage comme on veut d'ailleurs, mais plutôt maternage pour le coup, si je voulais vraiment prendre conceptuellement, ce serait du maternage, la grand-mère avec un M majuscule des sociétés archaïques africaines par exemple, et c'est clair il est clair que c'est une forme au fond de bain amniotique dans lequel on se sent assez bien. Je veux dire, contrairement à ce qu'on peut croire, les gens trouvent tout à fait naturel que le roi de justice dise d'avancer, d'aller faire la guerre ou de ne pas la faire, ou d'aller ramasser les semailles ou de ne pas le faire. Les gens considèrent qu'au fond, il est vraiment l'expression de la vérité. Ils y croient vraiment. C'est une vraie croyance. Alors, cette forme de vérité s'appelle aletheia, la vérité en grec. Donc l'aletheia, la vérité s'affirme. Et elle prononce, c'est le verbe, si vous voulez, qui se fait cher quelque part, hein, n'est-ce pas, qui reste, sauf qu'évidemment, ça n'a pas le côté chrétien, dont on pourrait parler à un autre moment, qui va laisser l'ouverture de la liberté et même l'imposer, mais qu'importe. Donc, on trouve dans toutes les traditions. Bref. Donc, revenons à cette tradition-là. En parallèle, à l'époque de Mycène, il y a une autre structure de pensée, qui est la structure des aristocrates, les aristoi. Les aristocrates, eux, c'est les seuls dans la cité qui ont le droit de se réunir en cercle, ils se réunissent en cercle, puisque le cercle est la forme parfaite et la forme de la perfection, donc ils se réunissent en cercle, il n'y a personne au milieu, c'est Meson en grec le milieu, il n'y a personne au milieu, et ce qu'ils font les Grecs, là ces aristocrates, c'est qu'ils discutent, la vérité elle n'est pas, là elle n'est plus au début, la vérité est à rechercher. Pourquoi elle est à rechercher? Parce que ces gens-là sont des guerriers, donc ils sont là, ils sont chargés de défendre la cité. Donc ils vont risquer leur vie d'abord. C'est pas pour des raisons d'individualisme d'ailleurs, hein, parce que ça c'est une idée moderne, c'est pour des raisons du bien de la cité. C'est-à-dire que les Grecs, les aristocrates grecs, n'ont pas envie de mourir, non pas parce qu'ils ont peur de mourir, ils n'ont pas du tout peur de mourir les aristocrates grecs. Ils sont tout à fait dans la dignité et l'honneur, ils sont tout à fait prêts à mourir, et même beaucoup plus que les autres, que leurs ennemis. On le voit quand ils combattent les Perses, c'est les aristocrates grecs qui gagnent. Ils sont 100 fois moins nombreux, mais ils gagnent quand même, parce que ils sont même fiers de mourir pour la cité. Mais justement, ils veulent mourir pour le bien de la cité. Ils ne veulent pas mourir, en quelque sorte, pour le mal de la cité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons qu'ils aillent à la guerre et qu'ils périssent, parce qu'ils ont fait un mauvais choix. La cité est affaiblie. Et si la cité est affaiblie par leur mort, ça va contre le bien de la cité. Donc ces gens-là n'ont pas peur de mourir, mais ils veulent, le cas échéant, combattre, justement. Il faut décider du bon moment de combattre. Il faut décider des bons moyens. Il faut décider si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. C'est un peu ce qui arrive au moment de la guerre du Péloponnèse, quand les gens de Corinthe arrivent devant l'assemblée de Sparte et disent venez nous défendre, Athènes nous attaque, venez nous défendre. L'assemblée des aristocrates se réunit et il va décider de la guerre ou de la paix. Le roi, là vous voyez, on retrouve le personnage du roi, le roi avance, il se met au milieu de l'assemblée, donc il avance, il prend la parole, et il dit, moi je suis contre faire la guerre aujourd'hui, parce qu'il y a l'ambassadeur d'Athènes qui était intervenu avant, qui avait expliqué que Athènes, au fond, est une cité puissante, qui, bien sûr, va mettre une dérouillée à Corinthe, mais que ça ne concerne pas Sparte. Et le roi de Sparte dit, écoutez, franchement, c'est vrai que ça nous concerne, mais on n'est pas assez puissant, Athènes va nous écraser, donc attendons, nous réglerons nos comptes avec Athènes plus tard.
un autre guerrier arrive derrière le roi, il se met au milieu, il explique non, Sparte n'a pas à subir ce genre de choses, nous avons un allié, nous devons être fidèles à nos alliances. C'est vrai qu'en nombre, nous sommes moins importants, mais en courage, nous avons plus de valeur, il faut faire la guerre. Finalement, bref, il y a une discussion, c'est le roi ne l'emporte pas. Pour vous expliquer que là, vous voyez que le roi ne l'emporte pas, donc là, la vérité est à rechercher, elle est devant nous, c'est la parole dialogue. Et c'est là que naît, au fond, cette idée de liberté chez ces aristocrates, qui va se développer ensuite dans toute la cité, quand par exemple, à Athènes, on va permettre à tous les citoyens de porter les armes, donc de fait, ils deviennent en quelque sorte des aristocrates, et donc ils vont participer à leur discussion. Et la parole va se développer, et avec la parole, le sentiment incroyable de liberté, réservé aux aristocrates, dont on va s'apercevoir que tous les citoyens la possèdent naturellement. Alors précisément, comment passe-t-on de l'aristocratie qui, étymologiquement, ne veut pas dire la caste, mais les meilleurs, tout simplement, oui, Aristote, c'est les meilleurs, comment passe-t-on du sentiment de liberté chez les aristocrates, chez les aristoi, au sentiment de liberté dans le peuple? Alors là, c'est une transition politique de première importance. Eh oui, c'est de première importance. D'abord, on peut constater, encore une fois, comme ça, on peut constater, vous voyez, contrairement à une idée répandue, que, au fond, on va reprendre cette histoire d'Athènes, au fond, les aristocrates, les aristoi, les meilleurs, sont pas, au début, il y a beaucoup de résistance à faire en sorte que la citoyenneté soit développée à tout le monde, à tous les mâles, parce que, bien sûr, les hommes libres, puisque les esclaves et les femmes, bien sûr, et les enfants, n'avaient pas le droit de participer aux assemblées démocratiques. Mais, ce qui est la première chose à voir, c'est qu'au fond, ce sentiment de liberté, il était bien déjà chez ces gens qui n'étaient pas aristocrates, qui étaient des agriculteurs, qui étaient des petits artisans, des petits commerçants, et qui, au fond, dès qu'on leur a donné la possibilité de participer à cette agora, à ces discussions, ont participé, et avec plaisir, à ces discussions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ces gens ne sont pas libres qu'ils n'avaient pas en eux-mêmes, et on en a la preuve, le sentiment de liberté. Simplement, ils ne pouvaient pas exprimer ce sentiment de liberté. Ce qui était vrai à Athènes, parmi ces agriculteurs, ce monde civil, bien sûr, est vrai, ce que je crois, de toute l'humanité elle-même. Au fond, c'en est même la preuve à Athènes. Ces gens qui sont agriculteurs, qui se lèvent tôt le matin, qui dorment, qui se couchent tard, en tout cas selon le lever du soleil, et qui travaillent difficilement, eh bien, ils étaient prêts, alors qu'ils n'avaient pas de culture a priori, pas de savoir, etc. Mais ils étaient prêts à exercer leur liberté, parce qu'au fond, ils étaient libres, en fait. C'est ça, ils étaient déjà libres. Ils étaient déjà libres en conscience, ils n'étaient simplement pas libres politiquement. Donc la liberté, en vérité, était bien là la marque, c'est bien la marque que c'est quelque chose qui nous est commun. J'ajoute une deuxième élément, et là on saute les siècles, mais au fond, si vous prenez un atlas géographique du début du 19e siècle, ce qui est frappant, c'est qu'il y a très peu de démocratie. Ces démocraties sont fragiles, sont jouées à la démocratie française, la République 1789, la terreur arrive derrière, ensuite il y a Bonaparte, ensuite il y a le retour à l'orléanisme, ensuite etc., etc. On a le retour d'une seconde République, et puis ça repart, la troisième République, et puis bon, troisième, ensuite quatrième, la quatrième, ensuite on a les périodes de Pétain, et hop, ça revient cinquième. La démocratie est quelque chose qui est de plus en plus lourd, on sent bien que c'est de moins en moins extirpable, mais de fragile. Alors quand on regarde un atlas, on se rend compte qu'au fond, quelle était l'idée du début du 19e siècle, ou même d'abord, 18e siècle, l'idée c'est les gens ne peuvent pas être libres, quoi. La liberté, ça peut appartenir qu'à une petite race d'élus, à des gens qui habitent aux aristocrates de Venise, ou des gens comme ça. Et puis, dans un second temps, on se rend compte, si on regarde, qu'au fond, cette liberté, elle se propage comme liberté politique. C'est-à-dire que cette liberté, d'abord, la reconnaissance des droits individuels se propage, et la liberté politique se propage à sa suite. C'est ça qui est fantastique. Et quand on regarde un atlas du début du 19e, donc qui est un atlas aujourd'hui, on est frappé par le fait qu'il y a de plus en plus de démocratie. Ça, c'est quand même quelque chose mais vraiment de frappant. C'est-à-dire, pour pas un tiers du monde, prenez le Japon qui est un État fasciste, totalitaire, enfin en tout cas, oui, avec une dictature très forte de ses militaires, et qui est devenue une démocratie. Prenez l'Allemagne, qui était l'Allemagne nazie, qui a connu une petite période de démocratie avec Weimar, qui est revenu, donc d'abord sous la férule d'un empereur, et bref, ensuite démocratie très courte, ensuite nazisme, et hop, est devenue une grande démocratie. L'Italie de la même façon. Donc ce que je crois, moi, c'est que, si vous regardez la carte du globe, vous voyez qu'aujourd'hui, presque la moitié des pays, plus de la moitié en réalité, peu ou prou sont démocrates, très démocrates.
Et surtout, on va parler maintenant de manière plus philosophique, parce que démocrate, ça ne veut pas dire grand-chose. Au fond, le nazisme était une démocratie. C'est choquant, mais ils ont quand même... Hitler avait été élu, oui, il avait été élu. Par une assemblée élue. Donc bon, du point de vue des procédures, en tout cas, les procédures ont été respectées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le respect des droits individuels, c'est ça qui est en pleine explosion. C'est ça qui est vraiment... Et le dernier siècle, c'est absolument incroyable. Et la chute du mur de Berlin, toute cette Europe qui bon, même si la Russie vacille un peu, même si en Ukraine on peut trouver quelques... Bon, bien sûr, et c'est par-ci par-là, on n'est jamais totalement... Mais enfin, la liberté, quel progrès quand même, cette liberté, en l'espace d'un siècle. Ça, c'est et en même frappant, en même temps, on ne peut pas ne pas constater que dans des pays de liberté, ou considérés comme tels, la liberté très souvent recule. Pour ne prendre que l'exemple français que nous connaissons bien, j'ai de plus en plus de peine à considérer que la France est un pays de liberté, parce qu'il y a toute une série, non pas de contraintes, mais d'atteintes à la liberté d'expression, liberté tout court, c'est-à-dire la liberté de posséder, la liberté de conserver la majeure partie des fruits de son travail, etc., etc. Et donc, c'est un éternel recommencement. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au mythe de Sisyphe. Je pense que le vrai problème qui se pose actuellement, ce n'est encore pas tellement la progression de la liberté, mais la façon de la conserver. Car on s'aperçoit que dans un pays qui se vante, à tort ou à raison, la France, d'avoir été le pionnier de la liberté, mais on s'aperçoit qu'elle a reculé bien plus que dans beaucoup d'autres pays. Donc c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir, qu'en pensez-vous? Pour l'avenir général. Moi, ce que je pense, c'est bon, la France, c'est sûr qu'il y a des reculs, mais bon, on n'est pas dans la situation du Soudan, on n'est pas dans la situation même d'Arabie Saoudite, on n'est pas dans la situation, même si l'Arabie Saoudite et le Soudan, ça n'a pas grand-chose à voir, enfin, on se rend bien compte quand même qu'on est dans une situation où globalement il y a un certain nombre de droits qui sont acquis, qui sont à nous. Mais ce que je crois, et vous avez raison là-dessus, de le souligner, ce que je crois, c'est que les tentations archaïques sont toujours très puissantes. C'est-à-dire que, et ça, je crois que c'est un combat, je pense, éternel. C'est-à-dire, je pense que c'est dans la nature de l'homme d'être lui-même, au fond, déchiré entre une tentation, au fond, archaïco, de soumission, de maternage, de recherche, par insécurité d'ailleurs, en vérité, par insécurité. Ce dont profitent certaines personnes qui, elles, sont sans doute menées par des pulsions de domination, des pulsions agressives, des pulsions morbides, de mort. Hein. Ce qui est assez paradoxal, c'est que les pulsions de mort se servent des pulsions de vie pour, au fond, survivre elles-mêmes et se développer. Hein. Parce qu'au fond, on a peur. Alors, comme on a peur, on va vers des gens qui vous vendent des chimères, qui vous vendent des mirages, qui vous vendent des paradis artificiels, des paradis politiques. C'est un peu logique. Je veux dire, quand vous êtes dans la misère, il est assez facile d'imaginer, d'aller acheter ces paradis. Regardez, prenez l'Argentine, par exemple, ça a été ça. Je veux dire, on a eu quand même tous ces processus populistes en Argentine qui ont conduit à ce que la population, dans la misère, au fond, soutienne des gens absolument qui l'ont encore plus envoyé, bien sûr, dans l'enfer. Alors, ça c'est le premier point. Donc, alors, la France, dans cette situation-là, elle est forcément... Donc, je dirais que c'est vrai pour tous les pays du monde, et ce sera vrai à mon avis tout le temps pour toutes les civilisations. Préserver sa civilisation, je pense que ça veut dire préserver sa liberté, préserver précisément ses lieux de liberté, essayer de les agrandir, en sachant que nous-mêmes et les autres auront toujours la tentation quelque part de nous les réduire. C'est pour ça que la liberté, c'est quand même toujours un combat. Je pense que la liberté, c'est un combat pour l'homme, pour l'homme. On va dire ça autrement. Je crois que la liberté, c'est l'essence de l'humanité de l'homme. Je crois que c'est l'humanité de l'homme, c'est la liberté. À condition qu'on comprenne que cette humanité de l'homme, elle doit être préservée. Elle est à la fois naturelle, mais en même temps artificielle. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects. Elle est naturelle parce qu'on est tous libres, je pense, profondément, et qu'on aspire tous à cette liberté. Mais en même temps, elle est artificielle parce que la liberté est en même temps une construction. Il faut construire des régimes politiques qui nous conviennent. Et les mêmes conviennent pas aux Allemands, aux Turcs, aux Français, aux Tchétchènes, etc., aux Russes, on le sait bien, aux Australiens. Donc il faut construire quelque chose qui correspond à notre nature, à notre culture, à notre histoire. Et dans cette construction-là, nous sommes toujours menacés
par le retour de ces pulsions de maternage, de mort et cette insécurité. Qui est dans notre tête, je veux dire, cette peur de la liberté. Et on peut s'interroger d'ailleurs sur le substrat anatomique de cette dualité, puisque certains... Ça, c'est votre job, ça. Oui. Ça, c'est plus vous, ça. Certains évoquent le cerveau reptilien. Et je pense bien que c'est à ce niveau que se situe un certain nombre de ces pulsions de mort, et puis également de ces pulsions de soumission qui figurent. Quant au cerveau droit et au cerveau gauche, en général, ils s'occupent beaucoup mieux des choses. Alors, évidemment, nous n'allons pas nous lancer trop loin sur ce terrain qui risquerait de devenir un petit peu difficile et peut-être difficile à suivre aussi pour nos téléspectateurs, mais quoi qu'il en soit, nous allons au cours de la deuxième partie de cette émission évoquer de manière un peu plus concrète les différents secteurs de liberté et les différentes batailles qu'il faut mener pour préserver cette liberté, et en particulier pour essayer de faire comprendre aux citoyens, aux individus, aux personnes, que la liberté, c'est quelque chose qui peut se définir. Ça n'est pas un vague sentiment, elle peut se définir, et puis évidemment nous aborderons aussi le problème de savoir s'il y a des droits naturels antérieurs aux lois, ou bien si ce sont les lois qui donnent la liberté. Donc si vous vous sentez le courage, madame, mademoiselle, monsieur, de nous suivre sur ce terrain, il ne vous reste pas longtemps à attendre, le temps d'une brève pause, et nous nous retrouvons. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous nous retrouvons donc sur le plateau d'Entre nous soit dit avec Yves Roucaute. Yves Roucaute, docteur en philosophie, docteur en sciences politiques, écrivain et journaliste. C'est une mention que j'avais oublié de faire figurer dans votre curriculum vitae. Vous avez été journaliste professionnel, bien sûr, et vous l'êtes encore d'ailleurs. Et donc, toutes ces cordes à votre arc vous permettent d'être un de ceux dont l'opinion compte. Et d'ailleurs, vos livres ont beaucoup d'importance. Le néoconservatisme est un humanisme aux presses universitaires de France, et un livre un peu antérieur de quelques mois, La puissance de la liberté, initialement publié aux presses universitaires de France, épuisé chez cet éditeur et repris par les éditions de Saxe. Donc, nous avions au cours de la première partie évoqué ce qu'on appelle les fondamentaux de la liberté et de la servitude. Et nous allons maintenant essayer de voir comment tout ceci se matérialise dans les démocraties modernes. Dans vos ouvrages, vous prenez évidemment pour exemple, et pour mère de la démocratie, ou pour exemple de la démocratie, les États-Unis d'Amérique, et vous y mettez évidemment toute une série d'explications, notamment c'est l'origine de l'Amérique, qui est quand même un pays où on a immigré pour y faire respecter sa propre liberté, et d'un autre côté, vous comparer cela avec un certain nombre d'évolutions, et notamment de celles qui, par l'origine même des régimes, ont conduit la France à sa situation actuelle. Alors, est-ce que, en ce qui nous concerne, nous avons raison ou nous avons tort, moi, je connais votre réponse, je sais que nous avons tort, mais les États-Unis vivent sur l'idée qu'il y a des droits naturels qui préexistent à toute loi humaine, et pour la France, en raison même de l'origine de la démocratie en France, c'est-à-dire la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme, il semble bien que ces lois, en réalité, participent plus exactement de la loi, et non pas tellement de droits qui seraient antérieurs. Ou en tout cas, la loi a le pouvoir de borner ces libertés. Alors, est-ce que ça n'est pas, au fond, le vrai débat fondamental d'aujourd'hui, et celui qui va finir par séparer les nations? Parce qu'au fond, une nation de liberté pourra-t-elle longtemps vivre face à face avec une nation qui ne respecte pas de la même manière la liberté? Oui, en fait, si on prend 1789 par exemple, c'est assez intéressant parce que on a un débat qui met en place, au fond, deux camps. C'est pas si tranché que ça, c'est moi qui caricature un peu, mais parce que c'est plus simple à comprendre comme ça. On a des gens qui pensent que la liberté, c'est un droit naturel. Rabot Saint-Étienne, tous ceux qui sont en train d'écrire les droits. Et puis il y a des gens qui disent, oui, mais attention, vous oubliez qu'il y a le citoyen aussi, et que tout ça est culturel, et qu'au fond, les droits n'ont de sens que dans une cité. Alors il y a un débat. Je pense qu'il y a une confusion qui se crée dans ce débat, ce qui fait qu'on ne distingue plus ce qui tient du citoyen et ce qui tient de l'être humain. Néanmoins, même en 1789, on a quand même l'idée qu'il y a des droits naturels. Pourquoi? Parce que on a l'idée que la Constitution, la Constitution
est chargé de protéger d'abord ses droits. Et quand on relit la déclaration des droits de 89, la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, quand on relit les grands débats de 89, on est frappé de ça. C'est-à-dire que même là, quand même ceux qui pensent qu'il faut mêler l'homme et le citoyen, donc c'est les droits de l'homme et du citoyen, ils sont quand même convaincus qu'il y a quelque chose à protéger. Alors, c'est confus et ça va laisser la terreur ouverte parce qu'en fait, vous avez raison, comme c'est confus, on ne va pas distinguer. Il aurait fallu distinguer nettement ce qui tient de l'homme et ce qui tient des citoyens. Pour parler autrement, ce qui tient de ce que je crois être des droits naturels, de ce qui sont les droits politiques. Pour que les gens comprennent bien, le droit d'être propriétaire de mon corps, qu'on ne me mette pas en esclavage par exemple, qu'on ne me mette pas en prison sans jugement, etc., etc., ce droit-là est un droit naturel. Je suis né avec un corps, bon, voilà, je ne suis pas né esclave, personne n'est esclave. A l'inverse, le droit de voter, par exemple, le suffrage universel, c'est un droit politique, c'est pas un droit naturel. Dans une famille, par exemple, il y a des enfants, il y a des grands-parents, il y a des parents, on ne s'amuse pas à faire un vote à la majorité pour savoir si on va acheter demain du pain ou de la biscotte, si on se nourrit de poisson ou de viande. Dans un conseil d'administration, de la même façon, on ne va pas faire des votes à la majorité, sauf si, etc., dans certains cas, mais bon, on peut faire aussi. Ce que je veux dire, c'est que le principe de Sénat, par exemple, les élections au Sénat se font, vous savez, bien sûr, pas au scrutin direct, au scrutin indirect. Donc on voit bien que le principe politique du suffrage universel est un bon principe applicable dans certains cas, et puis dans d'autres, bon, le général, il ne va pas faire amener tous ses soldats en disant on va voter pour savoir si on fait la guerre demain. C'est évident, autrement c'est un mauvais général s'il fait ça. De la même façon, je donne tous ces exemples-là pour qu'on comprenne bien, parce que les Grecs, bien sûr, y avaient pensé aussi. De la même façon, sur un bateau, le capitaine ne va pas commencer à dire à ses matelots, alors on va voter pour savoir si on prend si on hisse la grande voile ou pas, ou si on va. Il y a des lieux de suffrage et des lieux qui ne le sont pas. À l'inverse, les droits naturels, ils ont cette caractéristique qu'il n'y a pas de lieu où on puisse les supprimer. Voilà le truc, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont nécessaires, éternels, inviolables, inaliénables. C'est ça leur caractéristique. On va dire de manière autrement, on va dire qu'ils sont universels et nécessaires. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, universels et nécessaires. Et c'est pour ça qu'ils sont inviolables. Donc, ce que l'on a l'habitude de faire, et on le voit bien quand le mur de Berlin s'est effondré, quand les pays de l'Est ont trouvé la liberté, c'est qu'on va séparer d'un côté les droits naturels, on va appeler ça des déclarations des droits de l'homme par exemple, et de l'autre côté, déclarations de droits, de l'autre côté on va mettre après la Constitution. C'est le problème qu'on a eu, que moi j'avais rencontré lorsque la question était arrivée du choix de savoir si j'allais voter pour, par exemple, le traité européen ou pas. Moi je ne l'ai pas voté. Pourquoi? Alors je suis profondément européen. Je ne l'ai pas voté parce que je ne voulais pas de ce retour de la confusion où nous constituons des droits. Les droits n'ont pas à être constitués. Les droits sont déclarés. Ils sont déclarés parce qu'ils sont déjà là. C'est pour ça que c'est des déclarations de droits. On se contente de les recouvrir parce qu'ils ont été couverts. Alors on les déclare. Voilà, ils étaient déjà là. Ah, on ne les savait pas. Il y a des gens qui sont noirs, qu'on a mis en esclavage. En fait, ils avaient des droits naturels qu'on a violés. Alors on les découvre pour eux. Et puis Abraham Lincoln, par exemple, il va dire, ben non, ils avaient des droits naturels. On les a recouverts pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, religieuses, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas normal parce que c'était des droits naturels et que tous les êtres humains le possèdent. Donc on les déclare. C'est pas nous qui les constituons parce qu'ils nous précèdent. Autrement, on les constituerait. Ce que nous, on peut constituer, c'est ce qui tient de nous, ce qui tient de notre volonté. Ça, c'est de la volonté. C'est-à-dire que voilà, je décide que le président de la République sera élu suffrage universel. Bon, je le constitue. Je peux décider que le président de la République sera élu par l'Assemblée nationale. Je constitue autrement. Je peux décider qu'il n'y a plus de président de la République, que c'est un Premier ministre et que le président de la République, c'est un roi. Chef d'État, c'est un roi, par exemple, en Angleterre, avec un Parlement, avec un Premier ministre qui prend voilà. Je décide du régime, de l'organisation, s'il y a 2 chambres, s'il y en a qu'une, s'il y en a 3, s'il y en a 8, s'il y en a 100, qu'importe en vérité, je décide. Ça, je le constitue. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez puissant parce que il y a donc ce qui est domaine de la déclaration qui est naturel et ce qui est domaine de la Constitution, de l'institution, qui est l'œuvre des hommes. Et le problème, c'est de mélanger les deux. C'est le problème qu'ont fait souvent les courants socialistes, socialisants, les courants issus des grandes utopies de la pré-Renaissance, c'est qu'ils ont mélangé les droits.
Et donc ils ont fait comme si les droits politiques et les droits naturels étaient de la même valeur. Et ça, cette confusion-là, on la trouve en 1789 en France. Mais on va la trouver dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont nous expliquer que, bah voilà, on a le droit de nationaliser, par exemple, la propriété privée. On a le droit de prendre de l'argent aux gens sans passer par des procédures. On a le droit de mettre de considérer que les Noirs n'ont par exemple pas le droit de vote, machin, ou de considérer que... Bon, bref. Et le problème en 89, c'est que si vous relisez la Déclaration des droits du citoyen, on voit cette confusion parce que vous avez pratiquement systématiquement, si j'avais devant vous, je pourrais vous lire les articles, vous verrez, c'est frappant. Vous avez, on a le droit à la liberté d'expression, sauf dans les limites de la loi. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Dans la déclaration américaine, il n'y a pas ça dans la déclaration américaine. Il y a la déclaration liberté de la conscience, liberté de la presse, liberté d'information, de circulation. Et puis à côté de ça, vous avez des lois. C'est pour ça que la Cour suprême américaine est aussi puissante pour préserver les droits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de défauts aux États-Unis, et ça c'est évident, il y en a plein. Hein. Bon, on n'est pas là pour les énumérer. Hein. Et alors pour la France, cette confusion a permis à la terreur, par exemple, de dire bah, on suspend maintenant les religieux, par exemple les droits religieux, parce que les droits religieux troublent l'unité française. Bon, c'est mettre le trouble. Alors il est bien prévu dans les déclarations des droits de l'homme qu'on a le droit à la liberté, à condition que ça ne trouble pas. Donc on dit oui, mais alors justement ça trouble. Allez hop, on tue et on massacre les prêtres. Bon, ah oui, mais à la liberté de parole, ça trouble. Hop, on tue Chénier, on tue des philosophes, on pourchasse Condorcet, puis on le met à mort. Enfin bref, voilà. Si vous voulez, ça c'est c'est la confusion. Parce que c'est la confusion. Parce que la loi de la majorité, si on est dans la confusion, elle peut annuler les droits. Alors que si on n'est pas dans la confusion, même une assemblée élue au suffrage universel avec des communistes, des fascistes, des nazis, qu'importe, des islamistes, si on n'est pas dans la confusion, ne peut pas violer nos droits, puisque nos droits précèdent l'Assemblée nationale, précèdent le vote majoritaire. Et donc la majorité ne peut pas éliminer les droits de la minorité ou même d'un seul individu. C'est ça le truc. Et le grand problème français, il est là. On saisit très bien la différence qu'il y a entre des sociétés qu'on pourrait qualifier de totalitaires et d'autres qui sont des sociétés de liberté. Mais à l'intérieur des sociétés de liberté, il y en a qui sont plus ou moins libres. Et c'est la fameuse histoire des cochons. Il y a des cochons, ils sont tous égaux, mais certains sont plus égaux que les autres. Alors nous sommes effectivement en France, et en général dans les pays de social-démocratie et d'État-providence, dans une situation où en effet, on obère les droits de la personne à travers les prélèvements qu'on fait sur son activité, en permettant d'ailleurs à d'autres d'être inactifs éventuellement, etc. Donc là, nous sommes effectivement, on pourrait presque aborder le domaine des chiffres. Un pays de liberté, c'est un pays où on ne prélève pas plus du tiers de ce que les gens gagnent, d'après les définitions communément données, dont celle du général de Gaulle, curieusement. Un pays comme la France, où on en arrive à 55% de dépenses publiques, c'est un pays où manifestement les libertés deviennent très hypothétiques, car que pouvez-vous faire de votre liberté quand vous n'avez plus les moyens de l'essuyer Comme le disait l'autre, la liberté c'est formidable, mais il faut avoir de l'argent. C'est Jean-Yann d'ailleurs qui disait lui-même j'ai voulu payer mes impôts avec le sourire, ils ont préféré un chèque. Donc la liberté s'arrête là où les impôts peuvent nous demander un chèque. Donc comment concilier finalement, c'est le vrai débat qui est actuellement. D'ailleurs le débat politique français est centré là-dessus. Pourquoi il n'y a-t-il pas actuellement chez les socialistes et même chez une grande partie des élus de l'UMP, pourquoi n'y a-t-il pas vraiment beaucoup d'aisance dans l'exposé des faits, dans les projets? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce débat. Il faut qu'on arrête de prélever tout ça aux gens. Alors comment peut-on en sortir, Yves Boucaud? Je crois que justement, là, d'un point de vue aussi théorique, c'est qu'en fait, les chemins de la servitude en tant que tels, ces chemins de la servitude, on parlait avec quelques autres, ces chemins de la servitude sont multiples chemins de servitude. Parce qu'on a toujours ces pulsions archaïques dont on parlait précédemment, avec cette envie d'être assisté, sans doute, et cette envie d'être materné. Et donc, tout le jeu consiste à, une fois que les droits individuels sont garantis, à faire en sorte que ces droits individuels puissent s'épanouir au maximum. Alors, il y a un droit individuel dont on ne parle jamais, assez curieusement, et c'est pourtant un droit naturel. En tout cas, ça a été perçu comme ça par Jefferson, soit la ligne d'ailleurs de John Locke, soit la ligne de tous les grands théoriciens du XVIIe, XVIIIe, enfin en tout cas quand on parlait de la liberté. C'est le droit à la recherche du bonheur. Alors je sais qu'il paraît pompeux ce droit, mais quand on y réfléchit bien, c'est un droit absolument surprenant.
Ça veut dire quoi? Peut-être que ça peut permettre d'aller dans l'autre sens, d'ailleurs, assez fondamentalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le droit de rechercher notre bonheur, comme nous l'entendons, dans les limites, bien sûr, de la non-violation des droits individuels. C'est ça qui est très important. Puisque ces droits individuels ont été affirmés, droit de propriété de mon corps, droit de circulation, droit d'information. Et une fois que ces droits sont préservés, je peux rechercher mon bonheur comme je veux. J'ai envie d'être moine. Personne ne peut m'empêcher d'être moine. J'ai envie d'être bonze. J'ai le droit d'être bonze. Je gêne personne en le faisant. Je veux dire, après tout, si je suis nourri comme bonze par l'aumône, c'est que des gens me donnent, et si je trouve mon compte, et si les gens me donnent, c'est leur droit, c'est le droit de chacun. Le choix de mon bonheur, ça peut être d'être chef d'entreprise. Je peux essayer d'être chef d'entreprise, de monter mon entreprise, j'ai un projet industriel, je décide de l'organiser. Je peux être universitaire, je peux être chercheur, je peux être pharmacien, je peux être artisan, je peux être ouvrier, je peux être un ouvrier artisan, je peux être qu'importe, agriculteur. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des choix qui me concernent comme individu. Et le droit au bonheur, ça veut dire que j'ai le droit de faire ce choix sans qu'on m'interdise de le faire. Parce qu'on n'a pas le droit de m'interdire de le faire. Si je décide d'être assassin ou criminel, là c'est autre chose, puisque ça viole le droit des autres. Là on doit m'arrêter. Mais autrement, on n'a pas le droit de m'arrêter. Alors, le problème que vous soulevez, c'est que nous sommes dans une situation où en réalité, nous avons des gens qui profitent au fond du système électoral, donc d'un système de vote majoritaire, ou pas majoritaire d'ailleurs, qui profitent au fond d'une place de pouvoir pour me dire non, le bonheur là comme ça, toi t'as pas le droit de le chercher. Il faut que tu ailles le chercher autrement. Et puis là, tu as décidé que tu faisais chef d'entreprise, d'accord, tu as fait beaucoup d'argent, mais nous on va te le retirer ton argent parce qu'on considère qu'il faut le mettre à d'autres personnes. Donc si vous voulez, c'est là que le bas commence à blesser. C'est-à-dire, si vous voulez, parce que personne n'a le droit de m'empêcher de faire ce que je veux faire. Et personne n'a le droit, lorsque je suis riche, lorsque je m'enrichis, que ce soit intellectuellement, financièrement, parce qu'on pense toujours à l'argent, mais c'est pas seulement l'argent, n'a le droit de me contraindre à distribuer ce que j'ai cherché, ce que j'ai gagné honnêtement, selon des règles du jeu préétablies. C'est des règles du jeu préétablies. On me dit, voilà, tu montes ton entreprise, d'autres montent ton entreprise, et essaye de faire de l'argent avec. Et bon, personne n'a le droit de m'empêcher de le faire. Alors, la question qui se pose, c'est le système, à un moment donné, de redistribution, pour parler clairement. Ce système de redistribution, il ne doit pas aller contre ma recherche au bonheur propre, parce que s'il va contre, c'est un système qui viole mon droit individuel. Donc le système de redistribution, il doit me permettre de vivre bien, en fonction, en tout cas de vivre en fonction, bien dans le sens de la morale, de vivre en fonction de l'utilisation de mes droits, sans bloquer cet usage des droits. Alors, combien est-ce que j'ai le droit de prendre à quelqu'un? En vérité, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que si concrètement vous nationalisez une entreprise, quelqu'un qui a monté sa boîte de manière honnête, non pas par l'argent du crime ou de la drogue, ouais, mais honnêtement, vous nationalisez la drogue, vous violez son droit. Donc ça déjà, ça doit être interdit, tout simplement. Et c'est même incroyable qu'on l'ait fait. Si d'autre part, vous aidez, vous assistez des gens qui décident de vivre comme des parasites, je dirais, au crochet d'autres personnes. Quelque part, vous violez les règles de justice élémentaire, qui sont les règles d'accord de liberté. Parce qu'au fond, ça veut dire simplement, quelque part, il vole ma propriété, parce qu'il ne veut pas lui-même la construire. Or, un vol de propriété, c'est un vol, donc c'est un viol de droit individuel. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il faut prendre le problème de l'autre côté, au fond, à l'endroit. Il y a des gens qui sont misérables parce qu'ils ont eu des accidents. C'est normal qu'il y ait des systèmes d'assurance qui les protègent. Et là, il faut négocier. Des systèmes librement consentis. Là, il faut négocier. Si des gens, un chef d'entreprise fait un mauvais calcul et se ruine, il y a une part qui lui appartient et sur laquelle on n'a pas rentré. Il a fait un mauvais calcul, après tout, c'est sa responsabilité. Mais s'il est dans la misère, à l'inverse, on ne peut pas le laisser dans la misère, parce qu'il y a un droit à la vie. Donc, ce que je pense, c'est qu'à chaque fois, il y a nécessité de penser les modes de redistribution en fonction de la reconnaissance de l'autre. Et je pense que tous les modes d'assistanat, lorsqu'il s'agit de mettre en place, par exemple, vous avez une catastrophe, vous avez un tsunami, charitablement, il est évident que la générosité nous conduit à les aider. On notera néanmoins que ce n'est pas nécessairement une obligation. C'est là qu'il faut négocier. Parce qu'il y a une part d'obligation, il y a une part de générosité. C'est pourquoi, si vous voulez, les systèmes qui sont les plus conformes aux règles de liberté, c'est les systèmes librement consentis. Vous allez me dire, oui, mais
les gens vont me dire, ils vont rire, ils vont dire, mais bon, enfin, attendez, si on me demande de donner de l'argent, moi je vais pas le donner, quoi, je vais le garder pour moi. Oui, oui et non, parce que c'est compliqué à ce moment-là. D'abord, il faut pas oublier que la générosité, ça existe, d'une part. D'autre part, on peut aider cette générosité, justement. On peut l'aider, c'est ça le paradoxe. On peut intéresser la générosité. C'est-à-dire, par exemple, on peut faire des lois, comme ça se fait d'ailleurs aux États-Unis pour le coup, puisqu'on en parlait, où, au fond, la charité est récompensée. Elle est récompensée non seulement dans un autre monde, moi je crois en Dieu, donc je crois qu'elle peut l'être, mais dans cet univers-là, parce que les impôts, par exemple, on dit, ah ben écoutez, d'accord, le fisc va dire, si vous donnez aux associations caritatives tant, eh bien, ce temps, vous l'enlevez des impôts que vous nous devez, par exemple. Des choses aussi simples que cela, qui vont permettre d'accélérer la vraie solidarité, parce que la vraie solidarité, comprenez bien, on va prendre un État français, il y a 65 millions d'habitants. La bureaucratie à Paris décide de redistribuer. C'est anonyme. Le gars, il reçoit ça chez lui, il finit par considérer que c'est un dû. Je veux dire, c'est pas bien. Il ne se rend pas compte que c'est son voisin qui lui a donné de l'argent, puisqu'on lui a pris l'argent, c'est passé par l'État et ça lui est revenu. Par l'administration anonyme qui, au passage, comme elle est boursouflée, a pris en plus une grande partie de cette solidarité. A l'inverse, si on laissait la solidarité se faire, par exemple, point à point, je ne dis pas que ça réglerait tous les problèmes, mais de ce coup, on voit bien que ça réglerait une partie des problèmes. Vous voyez que je vais donner, par exemple, 10 000 euros, par exemple, ou 3 000 euros, 3 000 euros par an, par exemple. Ces 3 000 euros sont déductibles de mes impôts, par exemple. Il est évident que je vais les donner, moi, d'autant plus facilement que, eh bien, c'est déductible. Et les 3 000 euros, en plus, iront directement dans la solidarité. Au lieu qu'il y en ait que 1 500 qui arrivent à la fin, les 3 000 vont arriver. Donc les plus pauvres seront moins pauvres, moins malheureux. Moi, je serai moins pauvre aussi, et j'aurai des gens, et comme la bureaucratie pourrait aller travailler, il y aurait plus de gens qui travaillent, donc plus de richesse. Et que là, ça s'appelle un cercle vertueux. Ça n'empêche que, de manière claire et nette, il y a toujours des mailles, des failles dans la solidarité. Il est clair que même avec un système aussi généreux, et aussi efficace, et aussi intelligent, je pense, et aussi... Bon, eh bien, il est clair qu'il y a des gens qui seront laissés pour compte. Alors, il y a deux aspects, précisément, que vous venez d'éclairer de manière parfaite. Premièrement, librement consenti, ça veut dire que le consentement doit être donné de façon explicite. Et vous observerez que, par exemple, l'essentiel du système français, ou même il y en a d'autres, de redistribution, n'a jamais été voté. Jamais. Premier point. Deuxième point, pourquoi cette générosité intéressée et libre ne peut pas fonctionner dans un pays comme la France? Eh bien, c'est tout simplement parce que l'État ne veut pas que des sommes lui soient distraites. À partir du moment où il y a trop de gens qui vivent de l'État et l'État lui-même vit des prélèvements, il est évident que si vous prenez 3 000 euros pour les donner non pas à l'État mais à une œuvre dont vous estimez que l'action est favorable et généreuse, eh bien vous privez l'État de ses recettes et l'État ne veut pas s'en priver. Donc faire baisser l'État, c'est finalement faire diminuer le rôle de l'État, diminuer son poids, c'est aller dans le sens précisément de la liberté, de la générosité. Et je suis content, très heureux même, d'avoir pu vous le faire démontrer. Je savais quelle était votre pensée par le biais philosophique. Car finalement, ce sont les meilleures démonstrations. Une démonstration politique polémique ne convainc en général pas grand monde, sauf ceux qui sont déjà convaincus. En revanche, par la philosophie, on peut y arriver plus facilement. Donc, à la question « faut-il des philosophes ?» question classique, je réponds « oui ». Donc, voilà, nous avons, je pense, fait une démonstration qui me semble personnellement très intéressante. Alors, j'aimerais vous interroger maintenant sur une autre liberté, et nous terminerons sur ce thème, c'est la liberté d'expression. Aux États-Unis, elle est sacrée. Il y a un amendement, précisément, je crois que c'est le premier amendement, qui indique que la liberté d'expression fait partie des droits fondamentaux. Dans un pays comme la France, on cherche en vain, il y a bien quelques textes ici et là, mais on cherche en vain la liberté d'expression. Alors, vous avez fait une expérience, vous avez voulu créer un journal. Vous avez créé un journal, ce journal, je l'ai eu entre les mains, et il était passionnant. On y trouvait tout ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, et vous n'avez pas pu aller plus loin. Alors, que faut-il faire? Quelles leçons tirez-vous de cette expérience? La liberté d'expression, c'est quelque chose, là encore, d'assez difficile, parce que ça demande de l'argent, des moyens, ça demande aussi des compétences, bien entendu, ça demande une volonté. Donc, bon, ça demande beaucoup de choses qui sont toutes aléatoires, au fond. En tant que tel, il est clair que, c'est pour ça que moi, par exemple, paradoxalement, on m'a toujours fait beaucoup de reproches, mais quand j'étais dans un cabinet ministériel connu, j'étais favorable à donner de l'argent à des journaux dont je ne partageais absolument pas les convictions. C'était l'Humanité, c'était un dont je partageais bien sûr les convictions, c'était le Quotidien de Paris, et puis bon, quantité d'autres journaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour le coup, je suis profondément
non communiste, voire anticommuniste comme disent certains. Je suis pas anticommuniste, je suis non communiste, c'est bien plus simple. Et pourquoi est-ce que c'était important? Parce qu'en fait, je pense que il est important que on vient avec cette parole dialogue là dont on parlait au début des Grecs, des aristocrates grecs. La parole dialogue, il est important qu'elle soit un vrai dialogue. Un dialogue, il faut au moins être deux. Donc c'est important qu'au fond, ça discute et que ça débatte. Rien n'est pire que ces systèmes dictatoriaux, tyranniques, qui empêchent la liberté. Ça, on le sait, c'est une tarte à la crème. Ce qui est moins tarte à la crème, c'est que j'ai envie de dire, rien n'est pire non plus que des systèmes, entre guillemets, démocratiques, qui le sont d'ailleurs d'une certaine façon, qui en fait mettent en place des sortes de pensées uniques qui se disent pas, parce que culturellement, il y a une telle hégémonie à un moment donné de quelque chose, une telle hégémonie culturelle, par exemple le politiquement correct aujourd'hui en France, il est tellement hégémonique qu'il est difficile de trouver, y compris les moyens pour faire avancer, au fond, ce dialogue qui est nécessaire pourtant. Très concrètement, en France, on a une manie. Je veux dire, on a une manie, c'est que, là encore, on retrouve les questions du prélèvement. Encore une fois, moi, je pense qu'il y a quand même des prélèvements nécessaires. Je pense qu'il faut les diminuer considérablement et les mettre vraiment là où ils sont absolument indispensables. Mais, par exemple, je ne suis pas contre pour l'éducation scolaire, à partir du moment où les gens peuvent avoir le choix entre le mettre dans le privé ou dans le public. Des gens qui n'auraient vraiment pas suffisamment d'argent pour, même d'ailleurs suffisamment d'argent, ça pourrait être un vrai choix, et ça l'est souvent. Bon, ces enfants à Henri IV, à Louis-le-Grand, à Saint-Louis, en général sans pleurer, quand on peut les envoyer là. Donc je pense que y a des zones où on peut admettre qu'il y ait de l'argent public qui soit pris pour le bien commun. Pour le bien commun, je dis bien pour le bien public. C'est pour ça qu'il faut un vrai contrôle de tout ça. Les médias, puisqu'on en est sur les médias, c'est ça qui est étrange, mais ça c'est jamais dit, c'est que quand même, on a des chaînes de télévision qui n'ont rien à faire dans le secteur public. Mais rien, sinon à préserver un marché de la publicité, pour que le marché de la publicité, entre nous, soit pas trop dispatché entre TF1, M6 et quelques autres chaînes. Donc on a un France 2 et un France 3 qui, en fond, ne devraient pas être dans le secteur public. France 2, de manière claire, c'est une chaîne généraliste qui n'apporte aucun sens public, service public supplémentaire. Le journal télévisé de France 2 n'est pas meilleur que le journal télévisé de TF1, de manière claire et nette. Il est bon, je dis, moi je ne critique pas, au contraire, je trouve que ce sont d'excellents journalistes dans un cas comme dans l'autre. Quel est l'intérêt d'avoir un service public là, ici par exemple? Aucun. Quel est l'intérêt d'avoir, pardon, du secteur public, parce qu'on confond secteur public et service public, quel est l'intérêt qu'il soit dans le secteur public? Il n'y en a pas. France 3, il y en aurait un, et il y en a un parfois. C'est le coût des régions. En fait, les régions, c'est plus dur. C'est vrai qu'en termes économiques, on peut admettre qu'il est plus difficile de trouver un bassin de publicité, un bassin d'argent suffisant pour faire en sorte d'avoir des télévisions régionales. Je pense des régions plus pauvres les unes que les autres. Les Alpes de Haute-Provence, par exemple, cette région-là est assez pauvre. Il est clair qu'il n'est pas anormal que les journaux télévisés soient aidés à ce moment-là, que France 3 soit aidé. Donc ce serait à ce moment-là un vrai secteur public parce qu'il répondrait à une mission de service public. Il est d'ailleurs dommage que le France 3 ne soit pas totalement ces chaînes des régions. Il faut qu'on dise où c'est une chaîne des régions ou c'est rien. Et est-ce que vous n'êtes pas favorable, et on terminera là-dessus, à l'idée britannique finalement d'une chaîne typique qui recueille en quelque sorte l'ensemble des aspirations publiques, la BBC, et puis après tout, pour le reste, on s'organise dans le privé. La vérité, c'est que je pense que le vrai service public, vous voyez, j'essaie de justifier France 3, parce que je pense que si plus régional, ça a une justification. Le vrai secteur public, il devrait être essentiellement consacré à des chaînes thématiques. À des chaînes thématiques, par exemple, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des chaînes d'opéra, de théâtre, d'avoir des chaînes, par exemple, sur les arts plastiques. Donc, en fait, des chaînes culturelles. Voilà, oui, par exemple, voilà. Même des chaînes de services, des chaînes sur le chômage, pour les chômeurs, etc., par exemple. Ça, je trouve que ça justifie vraiment. C'est là qu'on devrait porter nos efforts. Parce que ça, c'est un vrai service qu'on doit rendre et les gens en ont besoin. Le reste, si vous voulez, les gens n'ont pas besoin d'aller écouter nos chaînes de télévision pour voir une série télévisée américaine que n'importe quelle chaîne privée achèterait et gérerait mieux, probablement, ou en tout cas pas avec notre argent. Il n'y a pas d'autre gérer avec notre argent. Vaste débat qu'on poursuivra très certainement à une autre occasion. Il me reste à rappeler vos ouvrages, La puissance de la liberté, anciennement aux presses universitaires de France, actuellement aux éditions de Saxe, et le néoconservatisme est un humanisme aux presses universitaires de France. Yves Roucaud, merci de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie de nous avoir écoutés et regardés.
Soyez heureux, portez-vous bien, bon courage surtout, à bientôt et vive la France.